De compétences, et ça rejoint aussi ce que tu disais sur la Terre, sur le fait un petit peu de comment est-ce qu'on peut réutiliser les matériaux et un peu battre ce qui peut faire des points de blocage au niveau des ATEX, du CSTB. En fait, on est tout à fait capable aujourd'hui de justifier les capacités de n'importe quel matériau. On sait faire des essais qui permettent de garantir leur assurabilité. Voilà, la question, c'est qu'il faut un peu s'accrocher, il faut aller chercher les compétences là où il faut, et il faut surtout arriver à créer du dialogue entre les différents acteurs. Et bien souvent, c'est le manque de dialogue qui fait des points de blocage, qui fait que les projets ne sortent pas. Donc voilà, c'est du coup un des points très intéressants, c'est qu'en fait, non seulement en fait, c'est des matériaux qui apportent tout ce qui est indispensable à la performance environnementale, à la qualité sanitaire des espaces, à l'architecture environnementale, mais c'est aussi un vrai transfert de compétences qui apporte de l'emploi, qui apporte de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pose 1 mètre carré de laine minérale, le savoir-faire, il est dans l'usine, il y a un mec qui le pose et c'est tout. Quand on fait du béton de chanvre, tout simplement, il y a des matériaux qui arrivent sur le chantier, et puis après, il faut 4 mecs pour le poser. Donc déjà, c'est 4 emplois au lieu d'un, et c'est pas du tout la même ressource. Voilà. Et puis, c'est entre guillemets praticable par n'importe quelle entreprise. Un petit exemple, c'est que nous, on fait ce que disait Mathilde, du béton de chanvre depuis très longtemps. Au départ, il y avait 1 ou 2 entreprises en France qui étaient capables de le faire. Et on a commencé à faire des chantiers de plus en plus gros, des marchés publics assez importants. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les entreprises sont capables de se former. Donc, la dernière en date, c'était Bâti-Rénov', une filiale de Bouygues, qui au départ est quand même dans le monde du béton. Qui a réussi à se former pour mettre en œuvre ce matériau béton de chanvre, qui est complètement à l'opposé des pratiques de Bouygues. Mais parce qu'il y a toutes les garanties aujourd'hui qui existent pour la mise en œuvre de ce genre de matériaux. Donc c'est un peu ce qu'on peut imaginer pour la Terre. On est tout à fait capable de dire, quand on fait un chantier, de faire des essais sur la qualité de la Terre, sur le fait qu'elle soit polluée ou pas. Donc créer des filières où tous ces éléments-là existent, ça peut permettre de créer la filière qui va derrière. Du coup, je voulais rebondir sur tout ce que tu disais parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Il faut imaginer que sur cette histoire du monde de la construction d'aujourd'hui, les techniques dont on est en train de parler, des techniques qui sont des techniques géosourcées, des techniques qui sont sur le biosourcé, c'est des techniques que nous, on est en train de regarder sur le réemploi parce qu'en fait, on parle de techniques qui sont pas industrielles et qui sont obligées de trouver les manières de qualifier leurs matériaux. Et ben, sur les terres excavées ou sur le réemploi, on est sur ces mêmes logiques-là. Et ce qui est encore un peu plus drôle, c'est que ces techniques-là, pour la plupart, sont inspirées de techniques ancestrales qui, du coup, aujourd'hui, ont pu voir au chapitre dans ce qu'on appelle la construction classique, mais qui, pour autant, ont été utilisées pendant des millénaires. La question de pourquoi on est passé au béton, hein, c'est qu'il faut imaginer que pendant la guerre de 14, les mecs qui ont construit les tranchées, c'était des gars qui savaient construire en terre. Je ne sais pas si vous imaginez le pourcentage de morts qui ont dû être amenés au début 14 pour construire les tranchées. À la fin, vers 18, ils étaient plus très nombreux à avoir été là au début. Du coup, il faut imaginer que tous ces savoir-faire, ils ont disparu aussi de cette manière-là. Du coup, voilà, c'est des techniques qui sont en train de réapparaître aujourd'hui, qui sont obligées de refaire leurs preuves, mais elles vont y arriver puisque du coup, elles ont toujours été utilisées. Et c'est surtout des techniques qui travaillent par le bon sens et la réflexion du bon sens. Quand on garantit que les terres sont de bonne qualité et on a la traçabilité, c'est du bon sens. Moi, je veux bien qu'on en discute de mano à la mano, mais moi, discuter avec Bouygues sur savoir si la terre qui va me refiler, elle est bonne ou pas, j'ai un doute quand je vois le monde de la construction qu'il a construit aujourd'hui en amont des parpaings.
Du coup, c'est normal de vouloir se garantir ces choses-là et de s'assurer les compétences des gens qui peuvent les garantir. On a toutes les cartes en main pour garantir ces choses-là. Et on n'est pas toujours obligé de passer par des laboratoires, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on est sur de la pollution, oui, on va passer sur des laboratoires parce que c'est des particules qu'on n'est pas capable de détecter. Mais quand on est en train de travailler sur des matériaux en réemploi, il existe des techniques pour requalifier des matériaux. Le patrimoine utilise ces techniques-là depuis déjà très longtemps, puisque du coup, pour garder des effets esthétiques assez proches, on va aller rechercher pour certaines constructions ou réhabilitations, on va aller rechercher des produits identiques. Les ouvriers et les artisans, quand ils les remettent en œuvre, ont des protocoles d'autocontrôle qui sont capables de réaliser et qui sont décrits dans certains DTU ou dans les guides de bonne pratique du patrimoine. Du coup, tous ces savoir-faire, ils sont là. Il faut qu'on arrive à les capitaliser, à les capter et à les retraduire pour tous. Et on va le faire. On va switcher, à moins qu'il y ait une dernière intervention, une question. En fait, c'était un complément, parce que ce que n'a pas dit Robert, c'est justement, ça rejoint ce que tu disais sur les savoir-faire. Ouais, ce qui est marrant, c'est que Robert, en fait, il était avec une autre personne qui s'appelle Nico, et c'est des gars qui ont bossé dans le bâtiment, mais plutôt en Europe de l'Est, il y a pas mal de temps. Et quand ils sont arrivés, qu'on leur a dit de faire du béton de change, en fait, eux, ils savaient déjà faire. Ça, c'est assez drôle. Parce que nous, on demande à des entreprises françaises de faire ça, ils ne savent pas faire, ça leur paraît, mais quoi, du béton de change, c'est pas possible. Et eux qui ont bossé dans des pays un peu plus lointains, et il y a quelques années, le savoir-faire, ils l'ont, et eux, ils l'ont pas perdu, contrairement à nous en France avec notre sacro-saint béton. On va fermer temporairement, ensuite on pourra reprendre à la fin pour les questions le chapitre de l'éco-conception des matériaux biosourcés pour parler du réemploi, et on va entrer dans le sujet du réemploi à travers les plateformes. Donc nous on était un peu étonnés, on a l'impression qu'il sortait une plateforme digitale de réemploi de matériaux à peu près toutes les semaines à un moment. Et bon, donc c'est pas qu'une impression. Ce qu'on a fait, on a organisé, nous on y connaît Future Voice, on ne connaissait rien du tout au niveau du bâtiment. Donc on a rassemblé différentes personnes qui avaient des plateformes dans d'autres secteurs, notamment dans l'alimentaire, et pour qu'ils donnent des guides de bonne pratique pour que toutes ces plateformes qui naissent ne soient pas qu'une sorte de bulle spéculative qui n'apporte pas de valeur ajoutée au marché, mais qu'elles puissent s'inspirer de construire sur des choses qui ont déjà marché ou des choses qui ont déjà échoué. Emmanuel, toi tu as construit une plateforme qui semble plutôt bien marcher. Est-ce que tu peux nous raconter depuis quand ça date, qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais. Je vais reprendre début 2008 quand on a créé ESUS. On n'avait pas de plateforme numérique, on était nous-mêmes une plateforme. En fait, on était un intermédiaire qui, on allait voir les entreprises de travaux publics et on leur disait on vous gère les terres polluées, mais par contre on n'a pas de camion pour les évacuer et on n'a pas de centre de traitement. Donc, et en fait, on faisait du trading de terres polluées, on se faisait appeler les traders de terres polluées à l'époque. Et puis, ça a plutôt bien marché, mais c'était le concept de plateforme qui marchait très bien. Et puis, à partir de 2011-2012, nos clients nous ont dit sur les chantiers, ce qui serait bien, c'est également les terres non polluées. Vous devriez gérer les terres non polluées. Et les terres non polluées, c'est juste 200 fois plus, il y a 200 fois plus de volume, il y a 248 millions de tonnes de terres polluées qui sortent des chantiers par an. Donc la capacité, enfin, voilà, c'est énorme. Et donc, par contre, on s'est dit qu'il faut qu'on invente d'une manière différente. Parce qu'en fait, une terre polluée, ça coûte à peu près 60 € la tonne. Et donc, comme nous, on prend une com de 15% à peu près, donc on arrive à prendre de l'argent. Or, une terre non polluée, c'est 10 € la tonne. Et 10 € la tonne, faire le métier, prendre 15% sur 10 € la tonne, c'est vachement moins intéressant que 60%, vous vous doutez bien. Et en fait, on a eu la grande chose des terres non polluées, c'est qu'elles peuvent être échangées. Et donc, on s'est dit, mais attendez, on peut échanger des terres, et c'est ce qui se fait tous les jours, sauf que, bien sûr, comme un chantier, ça commence et ça finit, c'est jamais le bon moment pour que le chantier prenne la terre quand vous en avez besoin. Et donc, on s'est dit, on va en fait créer une communauté, et on va créer une communauté sur une plateforme digitale. Donc, la première plateforme qu'on a créée en 2013, c'était Soldating. On s'était pas trop cassé la tête, j'accepte. Mais l'idée, c'était d'échanger de la terre interchantier. C'est pour ça qu'on a travaillé également sur la traçabilité. Et puis ça a vachement bien pris, et ça a marché. On a, pour arriver aujourd'hui à 18 millions.
Et puis, en fait, ce que je vous disais, c'est que la grande difficulté, c'est de le faire accepter aux gars sur les chantiers. Parce que les gars sur les chantiers continuent à appeler nos commerciaux en disant ouais, c'est bien Solvdetig quand je veux échanger de la terre, mais ça représente peut-être 10-15% de mon chantier. Et comment je fais le reste sur mes autres de chantier? Il faut que je t'appelle. Et donc, en fait, on est passé du concept de communauté à écosystème. Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a fait élargir notre plateforme. Et en fait, on l'a nommée, alors maintenant elle s'appelle EzuStore, et c'est bien, elle porte très bien son nom, c'est-à-dire qu'on va lui associer des nouvelles solutions. Bien sûr, des solutions d'échange de terre, mais on peut également faire de la terre polluée. Donc, par exemple, on a mis l'ensemble des sites de traitement de Suez sur la plateforme. Mais on a également mis l'ensemble des sites Cemex ou Lafarge, qui sont des carriers, qui peuvent prendre les terres et qui peuvent ramener des matériaux. Pourquoi? Parce qu'on se dit, nous on a envie de désenclaver le chantier et de lui apporter tout un tas de solutions, qu'on fera nous-mêmes ou qu'on ne fera pas nous-mêmes. Donc voilà, donc en fait, si la plateforme marche plutôt pas mal, d'une part parce qu'effectivement elle est assez intuitive, on est bien en place, mais c'est surtout qu'on va pouvoir offrir l'ensemble du chantier, l'ensemble des solutions que le chantier a besoin, et donc on va pouvoir être un point d'entrée, en plus on est souvent au début du chantier, donc on va pouvoir être un point d'entrée pour l'ensemble du chantier. Et puis, alors aujourd'hui, la plateforme, sur les 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle va gérer entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. On a objectif dans 5 ans de faire plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et que 90% de nos clients passent par la plateforme. Mais c'est un temps énorme, c'est très très difficile, enfin, ça met du temps, ça met beaucoup de temps, mais on a la chance de gagner de l'argent, on a gagné toujours de l'argent, donc on le réinvestit. Et c'est comme ça qu'on peut. Et on croit très fort que ça va marcher. La preuve, c'est que l'année prochaine, on vise plus de 30% d'augmentation pour faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est en phase pour y arriver sans aucun problème. Voilà. Tu peux donner le micro à Sophie. Sophie, vous avez lancé une plateforme de réemploi de matériaux à Bordeaux. Pourquoi à Bordeaux? Et qu'est-ce que vous faites exactement? Quelles sont les offres de services que vous proposez? C'est une plateforme de chantier, en fait. Une plateforme physique. Hein. Il y a évidemment les plateformes digitales, comme vient de l'évoquer Emmanuel. Il y a les plateformes physiques. Effectivement, alors, cette plateforme s'appelle Noé. Donc, je vous laisse essayer de comprendre pourquoi Noé. Hein. Souvenez-vous, le mythe de Noé. Donc, on embarque à bord d'un bateau. Nous, ça va être une plateforme. Tous les services nécessaires à la vie du chantier. Alors, pourquoi à Bordeaux? Donc, en fait, Bordeaux, c'est une ville en complète reconversion. Quelques chiffres clés qu'il faut que vous ayez en tête. Bordeaux, c'est 20 ans de travaux. Donc imaginez les habitants de Bordeaux. Déjà, nous, à Paris, on est pas mal gâtés. Mais imaginez 20 ans de travaux, plus de 2 millions de mètres carrés en construction. Donc c'est juste énorme comme chantier. Donc le PEA, donc l'établissement public d'aménagement de Bordeaux, s'est penché sur le sujet et a fait des appels à projets pour préparer ce chantier énorme que va être la ville de Bordeaux, avec en plus la ligne à grande vitesse qui va arriver. Enfin, bon, bref, un chantier qui est arrivé. Voilà. Donc l'établissement public d'aménagement de la ville de Bordeaux s'est vraiment penché sur le sujet et a demandé aux gens qui répondaient aux appels d'offres de proposer des solutions innovantes. Et donc nous, Suez, mais avec des partenaires, hein, puisque l'idée de tout ce qu'on est en train de se dire, on peut plus fonctionner comme avant tout seul, on est obligé de s'allier à d'autres. Le sujet est juste immense, donc si on reste chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Et tu as dit le mot écosystème, c'est écosystème, partage, solidarité, économie circulaire. Tout ça, c'est des choses qui disent on y va ensemble. Et Noé, c'est vraiment le symbole de ça. Hein. Donc Bordeaux-Noé, plateforme de chantier innovante. L'idée, c'est véritablement de désengorger la ville de Bordeaux, d'éviter des camions sur les routes. Ça désengorge, ça enlève du trafic. Donc quelque part, il y a aussi de la sécurité qui est renforcée. Donc l'idée de cette plateforme Noé, c'est de proposer à tous les acteurs de la construction des services sur cette plateforme physique, donc des services classiques hein, de base ligne, des services de déchetterie, des services un peu plus nouveaux de vente de matériaux, mais aussi des services de type location de salle, restauration, formation, recours à l'intérim d'insertion. Ça, c'est aussi quelque chose que la ville de Bordeaux demandait, hein, bien évidemment, au-delà des normes d'environnement, des normes de certification environnementale, c'était aussi tout ce qui est social, tout ce qui est solidaire. Hein. C'est un vrai projet d'économie circulaire, c'est un vrai projet solidaire. Donc nous, on y contribue avec cette plateforme Noé et on propose donc des services qui sont de proximité, qui sont pour certains digitalisés. On a créé une monnaie Noé, on a créé un passeport Noé,
Donc on raconte une vraie histoire et ça a plu à la ville de Bordeaux. Et on le mène en partenariat, il ne faut pas que je les oublie. Et on mène tout ça en partenariat avec bien sûr Eiffage, mais aussi Keolis pour la partie transport. Sur cette base, oui, il y a un système de bus pour amener le personnel qui travaille. Donc c'est un véritable écosystème au service des chantiers qui doit effectivement être vertueux et créer, et créer de la valeur et enlever des pollutions pour les usagers. Voilà. Et aussi EFIA qui travaille sur la partie parking, puisque derrière tout ça, il y a aussi de la location de véhicules utilitaires, et j'en oublie certainement, mais voyez l'idée, c'est vraiment de proposer un panel de services digitaux, de services de proximité, et de services qui vont véritablement désengorger la ville de Bordeaux. Voilà, vous n'avez pas tout bien compris. C'est une plateforme dans Bordeaux, 3 plateformes dans Bordeaux, qui en fin de compte se retrouvent à être la base vie des chantiers plus petits qui sont à côté d'elle. Tiens, je te donne un papier. Oui, d'accord. Vous pourrez trouver des éléments sur Internet, Noé, Bordeaux. Alors c'est effectivement un terme, donc Noé c'est un concept qui est amené à être dupliqué. Donc aujourd'hui il en existe 2 à Bordeaux en activité. Il y en aura une 3e, donc c'est sur du foncier mis à disposition par la ville de Bordeaux. Et l'idée c'est véritablement d'être au cœur des chantiers, au cœur des villes en reconversion, pour faciliter un maximum le trafic, la logistique, éviter des camions sur la route, éviter des pollutions associées. Et puis, in fine, aider également les atteintes des normes environnementales qui sont très fortes sur ces gros projets. Je peux rajouter quelque chose ? On pourrait imaginer, vous pourriez imaginer que nos 2 solutions sont concurrentes, et en fait pas du tout. C'est que nous, on n'est qu'un trait d'union entre 2 mondes, entre le monde du BTP et le monde du déchet, donc entre Bouygues, mais il y a d'autres choses que Bouygues, et Suez. Mais en fait, pas du tout, parce que nous, on a besoin que des gens comme que Noé existent pour qu'on puisse après les faire connaître auprès de nos clients et que nos clients les utilisent. Voilà, et donc on est un vecteur supplémentaire pour eux qu'ils soient connus. Mais c'est extrêmement important, tu parlais des plateformes qui se créent toutes les semaines, voire tous les mois, et on verra combien il en restera. Mais par rapport à la livraison des livres ou autres, qui marche plutôt pas mal, nous, comme on est quand même dans le BTP, comme c'est en plus c'est des chantiers mouvants, c'est des choses qu'il faut, où le offline et online sont extrêmement imbriqués. Et imaginez aujourd'hui que une plateforme numérique pourra gérer l'ensemble du chantier sans qu'il y ait aucun aspect offline, c'est à mon avis impossible. Et nous, on pense qu'une des réussites des US, c'est d'avoir associé le offline et le online. Je me permets de rebondir du coup dans l'atelier qu'on avait fait sur les plateformes. On avait invité 2 personnes, Phoenix et Solal, qui travaillent plus du coup dans l'alimentaire. Et Solal disait, en fait, ça sert à rien. Nous, on veut pas de plateforme numérique parce que les agriculteurs, ils associent déjà l'ordinateur à la paperasse, ça les emmerde. Et puis quand ils sont dans le champ et tout ça, ils n'ont pas le temps d'aller prendre des photos, de géolocaliser tout ça. Donc ils font tout. C'est des dizaines et des dizaines de millions de tonnes de nourriture qu'ils ont réussi à redistribuer, et ils font tout au téléphone. Et ils sont 2 salariés, ils passent juste plein de coups de fil, ils connaissent les acteurs locaux. Et penser que le numérique, c'est le retour d'expérience que j'ai eu à travers cet atelier plateforme. D'ailleurs, il y a une base de données qu'on vous transmettra d'ailleurs sur toutes les plateformes qui existent ou qui sont en construction en ce moment. L'outil numérique est certes utile et peut permettre de monter à l'échelle, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de services essentiels qui font qu'il ne suffit pas de prendre en photo des briques en disant qui veut venir chercher mes briques pour que ça marche. On parlera tout à l'heure, Baptiste, de comment on fait de la déconstruction de manière à peu près correcte, mais il y a aussi, et c'est peut-être aussi l'intérêt de Noé, c'est le stockage. Oui, tout à fait, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel. Il faut complètement associer les plateformes physiques et les plateformes digitales. Elles sont complémentaires. Derrière tout ce qu'on vient de se dire, la clé du succès, c'est la réconciliation entre l'offre et la demande. Tout ça, c'est un marché. Donc il faut mettre en relation ceux qui ont des matériaux à réemployer et ceux qui en ont besoin. Et le digital est une réponse, mais pas que. En fait, il faut recréer, c'est un peu pour répondre à votre question, il faut recréer cet écosystème vertueux. Parce que faire de la déconstruction sélective, c'est très bien, mais si derrière, ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Donc il y a tout un écosystème à recréer, il y a toute une économie circulaire à mettre en place, et il faut faire se rencontrer l'offre et la demande. Et ça, c'est clé. Si on n'arrive pas à faire ça,
tout ce qu'on est en train de se dire, quelque part, ne servira à pas grand-chose. À plus petite échelle, Baptiste, est-ce que je peux passer la parole juste avant à Mathilde et je te donne juste après? Ça te va? À plus petite échelle, c'est intéressant parce que cet écosystème, vous avez réussi à le créer pour récupérer certains éléments, mais vous n'avez pas réussi à l'avoir pour vous débarrasser de certains autres éléments de votre chantier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, sur le chantier de la régie, donc, comme je disais tout à l'heure, la maîtrise d'ouvrage était assez moteur, autant que nous, du projet. Et on voulait, pour diverses questions, on voulait utiliser des matériaux de réemploi et aussi, dès le départ, à partir de la phase de curage du chantier, on voulait que les différentes objets, finitions, carrelage, tout ça puisse partir dans des filières de réemploi. Et donc la régie a fait un super travail, la régie c'est la maîtrise d'ouvrage, pardon, a fait un super travail de dépose avec les salariés, de dépose sélective de tout ce qu'il y avait, des doublages, des faux plafonds, des rails, de l'électricité, des carrelages existants qu'on ne pouvait pas réemployer et tout était trié. On a la photo quelque part avec le cool. Je suis désolé, du coup il y a 60 photos. Ah bah c'est pas grave. J'ai un peu du mal à retrouver. C'est juste des photos devant la. Les Bordeaux. C'est là, hop. Et ça devrait plus tarder. C'est pas ça? Non, toujours pas. Presque. Ouais, voilà. C'était les deux, exactement. Donc là on a les rails et d'autres. Bon, il y a eu une toute petite partie de déchets, mais par rapport au 100 mètres carrés du local, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a pu trier. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer les acteurs au bon moment et que quand la maîtrise d'ouvrage s'est arraché les cheveux pour essayer de trouver des gens qui voulaient des rails, personne n'en voulait. Personne n'en voulait, c'était des trop petites quantités, ou alors il fallait les transporter. La régie n'avait pas les moyens de transporter des quantités comme ça, et donc on n'a pas pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et après, il y a une autre phase dans le chantier, donc la phase que nous, on a souhaité, c'est récupérer des fenêtres pour créer une double peau intérieure pour des questions d'acoustique et thermique, et aussi pour créer un bel objet. Donc voilà, ça c'est des fenêtres de récupération qu'on a récupérées chez La Paire, et alors il se trouve que Camille est juste là, et que c'est elle qui a un peu mis en place ce système. Je pense que c'est intéressant de lui passer la parole, parce que c'est elle qui a mis en place ce système. Tout à fait jouable. Ce système. Peut-être pas obligé. Si ça ne te dérange pas, Camille. Non, pas du tout. En fait, c'est un projet qu'on a mis en place chez La Paire il y a 3 ou 4 ans maintenant. En fait, on proposait aux clients professionnels qui venaient acheter des nouvelles fenêtres chez La Paire de ramener les anciennes. Et on leur faisait payer un prix pour le fait de rapporter leurs vieilles fenêtres chez La Paire, qui pour eux était moins cher qu'un coût en déchetterie. Donc on avait calculé par rapport au prix de la tonne en DIB. Et ensuite, La Paire collectait les fenêtres sur des chevalets qu'on avait développés avec Paprec. Et ensuite, les fenêtres partaient dans des filières de valorisation. Donc ça passait par une machine. Et c'était un peu du coup l'astuce qu'avait développé Paprec. Ils avaient mis en place une machine pour démonter les matériaux d'une façon un peu industrialisée. Donc en fait, la machine broyait les fenêtres et ensuite remettait le verre dans une filière de recyclage pour que Saint-Gobain Glace puisse récupérer le verre pour fabriquer du verre plat pour refaire des fenêtres. Et le PVC et le bois dans d'autres filières de valorisation. Alors c'est pas du réemploi. Cette filière-là, c'était absolument pas du réemploi, mais c'était de la valorisation matière, qui déjà était quand même une première étape dans la phase de récupération de ces fenêtres, parce que les fenêtres, c'est quand même un marché, je crois qu'il y a 7 millions de fenêtres qui sont enterrées, enfouies chaque année. Donc c'est un marché qui est assez colossal en fait en matière. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à récupérer ces gisements matière. Et du coup, des magasins distributeurs de produits finis sont possiblement des magasins collecteurs de produits fin de vie. Voilà, donc c'est ça qu'on avait testé chez La Paire, et c'est encore à petite échelle aujourd'hui, puisque ce n'est pas des mécaniques qui sont tout à fait aujourd'hui automatiques, mais en tout cas, voilà, c'est une première pierre dans cette avancée-là. Pour vous rassurer, j'ai rencontré Paprec la semaine dernière, qui me propose qu'on réfléchisse à une solution pour vos fenêtres. On en a aussi. Hein, du coup, juste pour finir l'histoire, nous on a eu la chance, grâce à Camille, d'aller dans les entrepôts de La Paire en région parisienne et de pouvoir sélectionner plusieurs types de fenêtres. Et le stock était quand même assez grand sur les deux La Paire qu'on a visités, donc ce qui nous a permis de pouvoir récupérer exclusivement des fenêtres en bois. C'était une exigence environnementale qu'on avait, et exclusivement en double vitrage pour avoir vraiment une vraie qualité, un vrai apport ajouté. Donc vous voyez, on a réussi à avoir du double vitrage en porte-fenêtre, en petit vitrage fixe aussi, et pour créer deux beaux objets sur la façade intérieure de la régie. Baptiste, du coup je te passe la... Alors du coup, je veux prendre tout ce qui a été fait, c'était très bien, mais par exemple, juste pour reprendre un exemple,
comment vous êtes sûr que sur les fenêtres, vous n'aviez pas de la peinture au plomb? Ça, c'est des questions qui sont sur un tout petit local comme ça qu'on ne s'est pas forcément posé. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors la question, elle est de savoir, la paire, est-ce que vous savez si vous récupérez du plomb? Non, en fait, les fenêtres sont pas... il y avait le sujet de l'amiante, déjà, qui était un premier sujet. Le plomb, en fait, je crois que c'est un sujet qui est adressé après la récupération chez la paire par Paprec, qui alors avec un système de scan, je ne sais plus très bien, audite les produits bois qui sortent. Leur responsabilité, c'est chez Paprec, du coup, qui récupère, qui est propriétaire du déchet. Du coup, là, vous avez donné, sans savoir à quelqu'un, peut-être le fait de mettre des fenêtres en plomb. D'où ce qu'on disait tout à l'heure sur la traçabilité. C'est un peu ça qui va nous éviter des écueils comme justement ces gros problèmes de santé publique sur l'amiante et le plomb. Si on le fait trop à la one again, comme ça on se passe les trucs, on va jamais y arriver et on va tuer dans l'œuf une possibilité de faire du réemploi le système de construction de demain. Et juste pour l'autre truc, c'est vous avez enlevé les barrières en métal, enfin les rails métalliques. C'est bien, mais du coup, personne ne voudra les récupérer s'ils ne sont pas reconditionnés à peu près correctement. Et du coup, si les gars ils les voient comme ça, ben, ils disent bon, bah, envoyez-le au recyclage, parce que du coup, c'est du métal. C'est ça, mais en fait, en recyclage non plus, personne n'en voulait, si tu veux. C'est que nous, on s'est retrouvés avec des rails, on s'est dit c'est simple, on les fait fondre, ou quelqu'un fait quelque chose avec. Personne ne voulait rien faire avec, parce que les quantités, elles sont comme ça. En fait, il faut aller vous-même les amener au ferrailleur. Ouais, c'est ça. Mais si vous voulez les refourguer à d'autres gens, il faut que tous les rails qui sont droits soient mis ensemble, et que le gars il a l'impression d'aller au magasin et qu'on lui dise bon bah voilà, ils sont tous bien propres. Il y a un moment, il faut faciliter le travail de celui qui récupère. Celui qui récupère, il vient. Enfin, tout le monde n'a pas envie de se retrouver avec du réemploi où on a encore très fortement imprimé la mémoire du matériau. Il y a aussi des gens qui veulent du réemploi premium où on a l'impression de rester sur des qualités. Là, probablement, sur ces fenêtres, on va être sur des bois qui vont être de qualité plus parce qu'ils vont dater. Là, j'en vois une, il y en avait une qui est avec un petit bois et tout. Peut-être, ça se trouve, si c'est une fenêtre des années 60, c'est des bois qui sont interdits à la coupe aujourd'hui, qui ont été coupés dans le fin fond de la forêt du Brésil, et il n'y a plus d'arbres. Du coup, on se retrouve avec des fois, de temps en temps, des qualités. Du coup, il faut faire du réemploi, il faut savoir conserver ces objets, mais il faut savoir tout bien qualifier comme il faut. Deux points, juste me permettre d'intervenir. Ça, c'est quelque chose qui était dit à Bruxelles aussi, dans la version 2 de cette conférence. C'est que souvent, il arrivait que les matériaux de réemploi soient de meilleure qualité que les matériaux neufs. En Belgique, par exemple, la brique de réemploi est plus cotée que la brique neuve, parce qu'elle a une patine et elle donne un aspect au bâtiment qui est plus stylé. Deuxième point, c'est vrai que pour le réemploi, en effet, ça se prépare. Ensuite, normalement, pour le recyclage, grâce au magnifique article avec toutes les bases de données sur les plateformes, et ça c'est intéressant, c'est grâce aussi à l'économie informelle qui se digitalise. Aujourd'hui, ici, on aide un projet qui s'appelle Kaukab, et c'est un gars, en fait, il se fait la plateforme de tous les camps roms et tout ça, qui vont récupérer les ferrailles et tout ça, et même si c'est présenté n'importe comment, il y a plusieurs plateformes où maintenant tu appelles et en 3 heures, il y a quelqu'un qui vient avec la camionnette et il est ravi d'avoir du métal. J'imagine. Je voulais dire quand même que le projet est très très bien et qu'il faut continuer des expériences comme ça. Mais voilà, il faut faire attention à ces petits écueils-là et voilà, il faut continuer. C'est quand même très très expérimental. Les questions que tu soulèves, je les trouve aussi très importantes puisqu'on essaie de créer un projet qui soit environnementalement parlant qualitatif. Et moi, j'ignorais cette question de la peinture au plomb, très honnêtement. Et c'est vrai que la prochaine fois, je ferai plus attention. Pas de problème, n'hésitez pas à nous appeler, parce que nous avons une expertise sur cette question. Et c'est ce genre de choses qu'il faut être capable d'accoler aux plateformes. C'est-à-dire que, à l'image de ce qui a été fait à Soldating et c'est quoi la deuxième? Resustor. Resustor. Pardon. C'était un positif, un Resus positif celui-là. Du coup, avec Resustor, c'est d'être capable d'avoir une plateforme qui est dématérialisée, qui est Internet,
mais qui du coup utilisent des plateformes, elles, qui sont physiques. Et du coup, la plateforme Internet, elle permet d'allier la plateforme physique avec des intervenants qui sont en capacité de, du coup, là, par exemple, pour les terres, j'imagine que ça doit être des laboratoires, ça doit être des ingénieurs. Ouais, nous on est des révélateurs de potentiel, parce qu'effectivement on a les potentiels des gens qui travaillent, donc des terrassiers, des gens du déchet, des bureaux d'études, et nous on ne fait que les mettre en relation et voir que tout marche bien sur un chantier, parce qu'on fait le service, ce qui n'est pas facile. Mais c'est très important cette histoire de peinture au plomb, parce que si on ne veut pas être accusé par les grands du secteur pour dire ouais, bon, ils s'amusent parce que c'est un tout petit local et puis que bon, c'est pas grave, il faut quand même au moins savoir répondre à ces questions et dire qu'on les a travaillées, ou dire il n'y a pas de sujet parce qu'on a étudié le sujet et qu'il n'y aura pas de...